Alors, doit-on croire les études scientifiques nutritionnelles? Pourquoi a-t-on l'impression que la science change d'avis tous les jours? Un jour, le café est mortel, le lendemain, il sauve la vie. Un jour, c'est le gras qui tue, le lendemain, c'est le sucre qui est le coupable. Donc le problème, c'est pas la science. Le problème, c'est surtout comment on interprète les données. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de la fabrique de preuves. Mon idée est de vous donner les clés de l'esprit critique. On entend souvent les médecins nous parler de la dernière étude sur PubMed, mais qu'est-ce que c'est au juste? Il faut comprendre une chose, PubMed n'est pas un label de qualité, c'est une bibliothèque, c'est déjà la première confusion à lever. Donc PubMed est un moteur de recherche, une immense bibliothèque numérique, un peu comme Google finalement. Donc être sur PubMed, c'est un peu comme lire un livre à la bibliothèque municipale. D'un côté, on y trouve des chefs-d'œuvre, par exemple les études validées et solides, mais de l'autre, on trouve aussi des romans de gare. Ça sera les études faites, enfin mal faites, biaisées ou inutiles. La nuance, le simple fait d'être indexé signifie que la revue respecte certains standards techniques. Mais cela ne garantit pas que l'étude dit la vérité. Nous allons maintenant aborder un concept, la validation par les pairs, le peer review. Le filtre imparfait pour qu'une étude soit publiée dans une revue sérieuse, par exemple de Lancet, Nature, ou des revues un peu plus modestes, passe par ce qu'on appelle le peer review. Le processus est simple. Le chercheur envoie son article. L'éditeur l'envoie à deux ou trois experts anonymes du même domaine d'ailleurs. Ensemble, ils traquent les erreurs de méthodologie. Donc ensuite, les relecteurs vérifient la cohérence de l'étude. Est-ce que le protocole tient la route, par exemple? Donc, ils ne refont pas l'expérience. Si le chercheur a truqué ses chiffres ou si l'échantillon est trop faible, mais statistiquement arrangé, ça peut passer. Une étude isolée ne prouve rien. C'est l'erreur classique des médias et de certains médecins pressés. Une étude isolée peut montrer que le café donne le cancer. Une autre étude, le lendemain, montrera que le café protège du cancer. Il faut bien comprendre que la vérité scientifique n'émerge pas d'une étude, mais du consensus. Donc, la médecine est finalement fondée sur les preuves, ce qu'on appelle l'EBM, l'Evidence-Based Medicine. Nous avons une pyramide de preuves. Alors, un point crucial pour expliquer qu'une étude ne fait jamais loi. En science, il y a une hiérarchie, un petit peu comme une pyramide. Donc, on va mettre les études sur les cellules, par exemple, ou les souris. C'est intéressant, mais vous n'êtes pas une souris de 20 grammes, d'accord? Et ce qui marche en environnement in vitro échoue souvent in vivo. Ensuite, les études d'observation. On remarque que les gens, par exemple, qui mangent un produit X ont moins de maladies Y. Mais attention, corrélation n'est pas causalité. Par exemple, si je prends, un joueur de golf et que je dis qu'il vive plus vieux, eh bien, est-ce que c'est le golf qui fait vivre plus longtemps ou bien c'est parce que, les joueurs de golf sont plus riches et ont accès aux meilleurs soins? Ensuite, en troisième position, je mettrai les essais randomisés contrôlés, les ERC. Donc, on prend 2 groupes, l'un prend le produit, l'autre un placebo. Donc, personne ne sait qui prend quoi, ce qu'on appelle le double aveugle. Et là, on commence vraiment à avoir des preuves solides. Ensuite, le Graal, hein, ce sera la méta-analyse. La méta-analyse, c'est quand des chercheurs compilent des dizaines et des dizaines d'études solides pour voir la tendance. Et c'est vraiment là-dessus que personnellement, je base mes conseils. Si cet ordre n'est pas respecté, bah, ça devient bancal. Donc, vous l'avez compris, la bonne hiérarchie serait les méta-analyses, ensuite les essais randomisés contrôlés, en 3, les études d'observation, et finalement, nos études sur les souris et sur et ces tubes à essai, on les mettrait en dernière position. Donc la biologie n'est pas une science exacte comme les mathématiques, par exemple. En maths, 2 plus 2 égale 4 sera toujours une vérité. En physiologie, c'est différent. Une vérité, c'est l'état actuel de nos connaissances jusqu'à preuve du contraire. Donc je vais prendre un exemple historique, hein. Pendant 50 ans, la science a validé que le gras faisait grossir et boucher les artères. C'était le consensus de l'époque. Aujourd'hui, la science valide que finalement, c'est le sucre, hein, le principal coupable inflammatoire. Alors, la vérité a changé parce que les outils d'investigation se sont affinés. Ensuite, les drapeaux rouges, qu'on appelle les red flags, à surveiller. Et là, on va parler de biais. Pour qu'un fait soit solide, il faut aussi regarder qui le finance. C'est ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Une étude sur les bienfaits des produits laitiers, financée par l'industrie laitière, a 8 fois plus de chances d'être positive qu'une étude indépendante. Le p-hacking, c'est la torture des données. Les chercheurs testent plein de variables jusqu'à trouver un truc qui a l'air significatif par hasard
et ils ne publient que ça. En fait, on focus vraiment sur cette info. Ensuite, on va parler du biais du risque relatif. On vous dit, ce produit réduit le risque de 50%. Waouh! Alors, en réalité, le risque passait de 2 chances sur 1000 à 1 chance sur 1000. Exemple, 2 personnes sur 1000 tombent malades. Et avec ma molécule, il n'y en a plus qu'une. Donc un est bien la moitié de 2, d'où les 50%. Et ça nous ramène à la fameuse phrase, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Alors le piège n'est pas que dans les études, il est aussi dans notre tête. On va parler des biais cognitifs, par exemple le biais de confirmation. Si vous êtes persuadé que le gluten est mauvais, votre cerveau en retour va inconsciemment ignorer les études qui disent le contraire et survalider celles qui vont dans votre sens. Par exemple, moi-même, en tant que thérapeute, je dois lutter chaque jour contre mes propres croyances. Et c'est simple, je veux rester objectif et vous livrer ce qui marche, pas ce qui me plaît, car oui, j'aime le chocolat. Enfin, je voulais aussi parler de l'humilité scientifique. Il faut absolument rester humble. La nutrition est une science jeune, encore au stade embryonnaire, comparé à la physique par exemple. Hier, le paradigme était tout est une question de calories, mais aujourd'hui, on comprend que c'est une question d'hormones et de microbiote, par exemple. Alors, qui peut présager ce qu'on pensera finalement demain? On en saura plus. La science n'est pas une religion figée, c'est un mouvement perpétuel. Ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être nuancé demain. Donc, gardons-nous bien d'être trop persuadés. En conclusion, mon engagement personnel, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Bien pour vous dire comment je travaille déjà, et que quand je vous propose une solution dans mes vidéos ou dans mes accompagnements, je ne me base jamais sur un seul article sensationnaliste. J'essaye de croiser les sources, hein, ces fameuses méta-analyses. Je vérifie aussi qui a payé l'étude et surtout, je garde l'esprit ouvert. Mon but n'est pas d'avoir raison absolument, mais mon but est que vous alliez mieux en toute sécurité. Donc une dernière chose, j'avais un cadeau aussi à vous faire. J'ai développé du contenu exclusif pour des abonnés parce que je peux comprendre que vous n'ayez pas finalement les financements pour prendre un accompagnement. Donc, prendre cet abonnement, déjà, c'est une façon de récompenser mon travail aussi. Et c'est une façon aussi pour vous de vous assurer d'avoir du contenu de haute qualité. Alors, comme d'habitude, pensez à liker, à partager, à commenter, à vous abonner aussi. C'est ce qui récompense mon travail et c'est ce qui va m'aider à gagner en visibilité. Alors, merci et ne croyez jamais ce qu'on vous dit, allez vérifier.